Le cercle RH, notre débat, le flex office, ça vous dit quelque chose? On en a entendu parler, même la presse généraliste, je pense à un article du Parisien là, qui il y a quelques semaines a fait un long papier sur l'arrivée du flex office, c'est-à-dire l'idée de bureau interchangeable. Le salarié, on lui dit ce matin, tu seras sur le B5, demain tu seras sur le C8, et puis tu iras en salle de réunion collective. Bref, une autre manière de travailler, c'est en train de gagner du terrain, accélération Covid, on va y revenir avec mes invités. Est-ce que les salariés le veulent vraiment, ce flex office? C'est pas sûr. Il y a quelques études récentes qui indiquent que les salariés plutôt sont favorables à un bureau bien à eux et bien propre. On parlera d'hygiène aussi, c'est un sujet important, le fait qu'il y ait un espace propre et hygiénique. On en parle avec des experts, des spécialistes. Ingrid Nappi, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'ESSEC, titulaire de la chaire Workplace Management, et c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans l'actualité. Le 25 juin, vendredi, vous avez sorti une étude très récente. Et on va la commenter sur, vous avez sondé les cœurs sur ce flex office. Et c'est vrai qu'objectivement, si c'est avantageux pour l'entreprise, ça l'est peut-être pas pour les salariés. Ils ne sont pas très motivés, les salariés. Je voulais citer ce livre, Révolution de bureau, Révolution avec un S, édition 64, que vous avez écrit avec un entretien avec Philippe Chiambaretta, qui est architecte. Architecte, c'est ça ? Tout à fait. On est d'accord? On est d'accord. Je croyais que vous alliez m'aider, vous ne m'avez pas aidé, c'est pas grave. Laurent Assouli, merci d'être avec nous. Vous êtes ethnologue en entreprise. Je ne sais pas quel est votre point de vue, mais c'est intéressant d'avoir un ethnologue, celui qui observe, un petit peu comme des populations vivant en Amazonie, mais vous observez l'entreprise. Et on va s'intéresser avec vous justement à le bureau, son espace et sa transformation. Et puis Nicolas Cochard est avec nous. Merci de revenir sur le plateau de Smart Job. Faites partie de ces premiers invités qui ont participé au début de cette chaîne. Docteur en SHS et responsable R&D du groupe Cardam, et vous êtes venu d'ailleurs nous parler de ce guide de la flexibilité de l'organisation et de l'environnement du travail aux éditions Le Moniteur, entre autres. Je commence par vous, Ingrid Nappi, puisque cette étude de cette chaire donne des chiffres qui sont quand même pas terribles, puisque quand on interroge les salariés, ce mode de travail qu'est le flex office, votre définition à vous, c'est quoi d'ailleurs, Ingrid? Comment on pourrait le dire simplement? Le flex office, c'est un espace flexible, je parle sous le contrôle de Nicolas. En fait, c'est davantage un espace ouvert, c'est un open space, mais sans poste de travail attribué. En fait, le qualificatif, c'est pas de poste de travail attribué. D'accord, pas de poste de travail attribué. On se place où on veut. Quand on leur propose à ces salariés un espace où il n'y a pas de poste de travail attribué, parce que flex office, tous ces mots anglais, 4% des sondés accepteraient seulement 4% accepteraient de travailler en flex office à l'avenir. Quand on inverse, ça veut dire que l'écrasante majorité dit c'est exactement non. Ce qu'on voit dans nos chiffres, tout à fait. L'écrasante majorité dit, et on a sondé tout type de salariés, grande entreprise, petite entreprise, auto-entrepreneurs, fonctionnaires. On a sondé à peu près plus de 2000 personnes avec l'idée de voir comment a été vécu d'abord le télétravail et comment, au retour du télétravail, donc dans le bureau post-confinement, on a envie de travailler. Et là, clairement, les résultats sont impressionnants. C'est qu'on a pratiquement 79% des réponses, c'est pour avoir un espace de travail attribué dans un immeuble, dans un espace plutôt clos ou des petits bureaux individuels ou partagés. Voilà. Ou en open space à 16%. Mais de toute façon, seulement 16% l'open space. 5% seulement flex office. Et ce qui est très intéressant, on en parlera tout à l'heure certainement, c'est une grande disparité entre les hommes et les femmes. Oui. Et surtout entre les employés et les cadres dirigeants. Exactement. Les cadres dirigeants, ils sont prêts à aller en flex office. Il n'y a pas de problème. C'est déjà un acquis. Les salariés, pas du tout. Et ça, c'est un point important parce que les bureaux concernent quand même d'abord les salariés. Les salariés. Juste, Laurent Assouli, je vous ai vu réagir dès qu'Ingrid a évoqué l'idée qu'il y avait une sorte de rupture sociale entre les dirigeants, les managers, prêts, adaptables, flexibles, fluides presque, et les salariés. Comment vous l'expliquez ça? Il y a une rupture qui est, à mon avis, très claire entre effectivement, d'un côté, les cadres qui ont accepté le flex office et qui sont prêts à passer le cap. Qui existait déjà, le flex office, c'est pas tout nouveau, ça s'est accéléré. Ils sont passés à une autre étape. Je dirais que les éléments de reconnaissance ne sont plus focalisés sur le bureau pour les cadres. La messe est dite là-dessus. Par contre, pour les employés... Son bureau, c'est son ordinateur.
Oui, et puis c'est le télétravail aussi, puisqu'en fait, il faut mettre ça en résonance avec le télétravail. Le flex fixe doit se comprendre avec la nouvelle émergence de ce télétravail. Et le stéréotype du bureau et de l'espace dédié est un stéréotype très fort parmi les employés, parmi les ouvriers, quand ils effectivement imaginent le patron, tout à fait. Exact. Mais ça pose un certain nombre de problèmes, notamment en termes de symboles, puisque c'est l'essence même de l'anthropologue de réfléchir à des symboles. Qu'est-ce que ça veut dire à un salarié en termes d'appartenance qui ne peut plus se raccrocher à des symboles, à un bureau, à une frontière, physique, à un espace? Ça pose pas mal de problèmes. Et un couloir et une porte à laquelle on frappe pour rentrer dans le bureau du directeur ou du DRH. Parce que c'est ça aussi tous les enjeux de pouvoir de l'entreprise. Je voudrais juste Ingrid, et je donne la parole concernant le flex, c'est une situation qui a été mise en avant, notamment dans des situations où les marchés des bureaux sont très tendus, où les prix sont exorbitants, et donc en centralité, avec des fonctions tertiaires supérieures. Et donc, comme les cadres sont plutôt chez les clients, pourquoi leur affecter un bureau s'ils sont chez le client? Vous remarquerez que c'est un peu la même réflexion que l'on a sur la question de la voiture. On voit des gens sur le périph' tout seuls dans leur voiture et on se dit mais si on rationalisait le véhicule, puisque il est tout seul dans sa voiture, elle pollue, il faut en mettre plus. En petite ville, c'est déjà différent. C'est déjà différent, mais je parle des grandes villes où on se dit il faut rationaliser les espaces, il faut mettre des gens dans des voitures. Quel est votre regard? Parce que vous avez fait ce livre que j'évoquais tout à l'heure, le guide de la flexibilité et de l'organisation. On peut pas forcer les salariés, entre guillemets, à user d'une nouvelle organisation en disant tu vas sur le B5, tu tires ton truc, tu branches ta prise, et puis tu peux plus mettre ton petit cadre, ton petit mug, tout ça est complètement impersonnel. On peut pas les forcer, les salariés. C'est compliqué. C'est très compliqué, d'autant qu'avec le flex office, la première étape de la mise en place du flex, c'est la perte de quelque chose. Et donc les salariés se disent je vais perdre ce qui faisait une part de mon identité sociale, c'est-à-dire ma place, et on me dit que je vais la perdre. Que vais-je gagner ? Et c'est pour ça que le flex office, de plus en plus quand même, quand il est déployé dans une dimension organisationnelle, culturelle, et que les salariés, par exemple, ont possibilité de télétravailler 2 ou 3 jours chez eux, et qu'ils identifient le gain qui a été apporté, c'est différent. Là, ils se disent, si l'équation, c'est la perte de mon espace personnel attribué, au profit souvent de territoires d'équipe. C'est souvent ce qui se fait aussi. Laurent Assouline parlait tout de suite de frontières, de territorialité. C'est vrai. On passe de la territorialité individuelle à l'équipe, à une territorialité et des frontières collectives. Et ça aide les salariés à mieux accepter quand il y a des compensations. Donc ça se travaille en amont. Très en amont. Juste, Ingrid, moi ce qui m'intéresse, et l'ethnologue doit être passionné par ce sujet, c'est ce qui était à la mode il y a encore quelques années, à cause ou grâce à la crise Covid, a réinversé les tendances. L'open space, c'était très à la mode. Il y avait beaucoup de réflexions de construction de bureaux, on faisait de l'open space. C'est fini, 16%. Les salariés ne veulent pas d'un bureau amovible. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette crise Covid, selon vous? Parce qu'il y a à la fois une poussée du télétravail, et une envie, et c'est très paradoxal, et une envie de garder son espace. Je voudrais rebondir sur ce que disait Nicolas. Le télétravail, tout le monde ne l'a pas bien vécu, en fait. C'est vrai. Les cadres l'ont bien vécu. Si on reparle encore de cette différenciation selon les CSP, les cadres l'ont très bien vécu, mais ils étaient déjà habitués. Par contre, les salariés l'ont très mal vécu. 39% des employés aiment le télétravail, contre 52% des cadres. Les chiffres sont quand même révélateurs d'une situation. Donc quand on dit tu choisis le télétravail 2 jours ou 3 jours et après tu vas en flex, mais en fait, oui, très bien pour certains, mais tout le monde n'a pas envie du télétravail, clairement. Et les femmes notamment. Et tous les et c'est les femmes qui sont réticentes un peu plus que les hommes au flex. Oui, aussi. On est d'accord, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est plutôt elle qui... Et c'est sûr, parce qu'en fait, il faut comprendre que le flex, c'est la solution aujourd'hui au télétravail, combiné. C'est ça. Parce on mixe du flex et du télétravail. C'est l'hybridation. C'était une solution, et on l'oublie souvent. C'était une vitrine des entreprises numériques. Puisque pour travailler en flex, il faut de la tech. Donc le flex, c'était uniquement la vitrine des entreprises. Et là, aujourd'hui, ça, vous ne la voyez pas chez Total, vous ne voyez pas Société Générale. Sauf que la tour Total est quasiment vide. Mais non, est-ce qu'on ne peut pas y aller, tout simplement? C'est ça. Ne confondons pas. C'est ça. Donc le flex, c'est aujourd'hui la seule solution par rapport au télétravail. Or, tout le monde ne veut pas aller en télétravail. Donc c'est clair, il faut réfléchir. Juste l'ethnologue que vous êtes, on évoquait les rapports de spatialisation, d'espace d'enjeu par rapport au territoire. Là, tout ça va un petit peu, évidemment, disparaître, puisqu'on va avoir des bureaux amovibles. Il
il y a un enjeu pour l'entreprise quand même, il faut qu'on l'évoque en deuxième partie de débat, parce que les entreprises qu'on a sur ce plateau nous disent, nous sommes en train de réfléchir à, on réorganise nos bureaux, on va vendre nos espaces, on va se mettre sur des espaces plus petits, plus rationnels. Il y a quand même un enjeu économique et on voit bien qu'il vient se heurter à des désirs d'appartenance plus sociologiques. Oui, il y a une tension forcément entre l'enjeu économique, effectivement, partager un bureau par 2, 3 ou 4 personnes, c'est effectivement réaliser un certain nombre d'économies qui sont tout à fait intéressantes, notamment en ce moment avec la crise de Covid. Mais en même temps, ça vient en buter avec la rhétorique des entreprises qui consiste à dire les employés, c'est l'élément central, c'est très important, il faut les valoriser. Ça, je veux le dire. Voilà, il faut les valoriser. Alors, il faut les valoriser et en même temps, on leur dit vous n'avez pas de bureau, votre bureau est mutualisé et on va faire un système de kibbutz avec en arrière-plan un dieu finance qui va un peu réguler tout ça. Je pousse un petit peu le bouchon loin, si vous voulez. Mais vous voyez bien qu'il y a une antinomie entre, d'une part, effectivement, les lois de la raison. On va rationaliser selon un enjeu économique. Sur le plan économique, c'est très rationnel. Hein. C'est très rationnel, il n'y a rien à dire. Par contre, là où effectivement on peut être un peu plus dubitatif, c'est l'idée de l'hospitalité et du message que l'on va envoyer à l'employé en lui disant vous n'avez pas votre propre bureau, mais il sera mutualisé par 2, 3 ou 4 personnes. En termes de symboles, en termes de rhétorique, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parfaitement. C'est clair que c'est antinomique. Nicolas Cochard, il y a un thème qui est revenu dans l'étude de la chaire de l'ESSEC qui est assez intéressant. Objectivement, je ne m'y attendais pas, mais qui est assez logique, suite à la crise Covid, c'est l'hygiène. C'est-à-dire qu'il y a l'appartenance à mon entreprise, à mon espace de bureau physique, et puis il y a aussi une maladie, un virus, et certains disent, mais non, moi je ne prends pas le bureau derrière quelqu'un, enfin il y a quand même ça de ce rapport à la propreté, c'est important ça, cet élément-là. Il pèse lourd celui-ci. Il pèse lourd, oui. Alors la question, c'est il pèse lourd pendant combien de temps ? C'est-à-dire que si la crise est, nous le souhaitons, derrière nous dans 6 mois, est-ce que cette valeur sanitaire, comme l'appelle Ingrid Napi, persistera ? Toujours est-il que des études avaient déjà montré avant la crise sanitaire que le flex office, consistant à ne pas laisser ses affaires le soir sur le bureau, revêtait un élément plus hygiénique que les autres bureaux. Alors on peut en discuter de ça. Quand on retire ses affaires... oui, c'est-à-dire que le ménage semble plus évident et des directeurs immobiliers m'avaient confirmé ça. Oui, la femme de ménage peut passer sur le bureau. Enfin, excusez-moi de le dire. N'empêche que, psychologiquement, en ce moment, le partage, à l'heure où on se désinfecte les mains 30 fois par jour, pose un vrai problème, à savoir si ça va être un problème de long terme. Mais juste un mot chez Cardam, vous réfléchissez à tous ces sujets-là. Le choc de 2 tendances qui s'affrontent, qui va gagner la bataille là ? Est-ce que c'est l'entreprise qui dit de toute façon on n'a pas le choix, si on veut préserver nos emplois, si on veut continuer à développer notre entreprise, il faut repenser nos espaces de travail et les réduire, avoir un coût plus léger pour le dire simplement, ou est-ce que le salarié, pour les raisons qu'on évoquait, le bien-être, le fait qu'il soit heureux dans l'entreprise et qu'il produise bien, va gagner la partie ? Alors, notre idéal évidemment c'est de satisfaire l'ensemble des parties prenantes et je donne un exemple pour illustrer. Aujourd'hui, il y a un débat dans les entreprises qui consiste à dire si nous passons en flex office avec une réduction des surfaces, peut-on réallouer les surfaces de postes de travail à des salles de détente, à des salles de convivialité au bénéfice des salariés ? Et autre chose, si les surfaces sont réduites, peut-on, à coût constant, être peut-être mieux placé dans la ville ? Et les salariés, là, ils trouveront évidemment un intérêt. En termes de déplacement. Tout à fait. Évidemment. En termes de géographie de bureau, il y aura un gain réel de qualité de vie. Reconnaissez avec moi que là, c'est un casse-tête pour beaucoup d'entreprises. Je pense notamment au quartier de la Défense, où il y a quand même beaucoup d'entreprises. Je pense au ministère de la Défense. Je pense à tous ces bâtiments magnifiques qui ont été construits, qui montraient la puissance d'une entreprise. Et puis là, aujourd'hui, la moitié de ces bâtiments sont vides. Mais attention, c'est un choc. Vide parce qu'on ne peut pas y aller. Nous sommes d'accord. Quand vous dites que la plupart des entreprises vendent, non, la plupart des entreprises ne sont même pas propriétaires. Donc elles sont locataires. Elles ne vont pas. Oui, mais ça a son poids. Parce que quand vous êtes locataire, vous avez un bail. Et vous ne coupez pas, vous ne résiliez pas votre bail. Donc la plupart des entreprises, vous avez en partie raison, c'est de dire qu'elles vont attendre. Et elles sous-louent. Il y a un marché de la sous-location qui est extraordinairement explosif et dangereux parce qu'il déséquilibre le marché. Donc là, il y a autre chose qui va nous arriver très prochainement. Mais les entreprises ne partent pas. C'est faux quand on dit entreprises des ménages. C'est faux. Elles sous-louent.
Elles sous louent, elles attendent, comme tout le monde d'ailleurs, parce qu'elles n'ont pas le choix. La plupart sont bloquées par des baux, elles ne vont pas partir. Mais comme ça. excusez-moi, pour faire c'est intéressant parce qu'on touche du doigt un débat sur la sociologie, sur l'hygiène, sur l'appartenance à l'entreprise. Comment vous regardez cette révolution qu'on est en train de vivre? Parce que vous citez avec un S dans votre livre, c'est le mot révolution avec un S. Vous êtes d'accord avec moi, vous qui êtes ethnologue, vous êtes sur une matière de travail mais qui est magique, qui est incroyable. Vous qui travaillez sur l'entreprise. Elle est en fait Je pense. Elle est le reflet de la société civile. On est dans une société civile où on est à l'ère du ZAP, à l'ère où on ne reste pas longtemps à son poste de travail. Eh bien, je dirais que le flex office, ça reflète cette humeur. Cette humeur où, effectivement, les gens sont interchangeables. Et finalement, c'est sans grande surprise. Tiens, interchangeable, c'est intéressant. Moi, salarié, je reçois sur mon application le bureau auquel on m'attribue. Il y a un petit côté comme ça, World Company, déshumanisé, désincarné. Comment Il y a différents types de flex office. Hein. Vous avez les flex office où vous pouvez vous asseoir tous les jours à la même place. Ça, c'est important. Et vous avez des flex office où vous ne pouvez pas vous asseoir tous les jours à la même place. Voilà. Et donc, c'est compliqué de généraliser. Non, mais le côté dépersonnalisation, c'est-à-dire, je suis un numéro B05 qui sera B06 demain. En fait, non, c'est à dur, la base, ça. c'est pas ça. Le flex office, à la base, ce sont des espaces qui sont dans les coworking, dans des espaces de coworking qui ont été mis en place pour favoriser l'économie du numérique, les startups, toute cette révolution digitale qui a été encouragée par les ministres, par les présidents Ambiance et compagnie. hipster. On vient en vélo, Exactement. on le pose et on bosse ensemble. Voilà, mais c'est pas tout le monde. Ça. Ben non. D'accord, c'est pas tous les employés de bureau. Comme c'était dans l'économie de l'innovation qui était hashtag sérendipité, hashtag innovation, il fallait être innovant pour gagner. Toutes les entreprises qui étaient sur l'innovation, mais également d'autres se sont dit, bah, tiens, pourquoi pas ne pas adapter dans l'immeuble un Et étage. puis il y a eu le Covid. Un étage, Ouais, flex. c'est ça. Ça, c'était agréable. Y aller qui voulait. Et puis là, il y a le Covid. On s'est dit, en fait, si on mettait tous les étages. Alors maintenant, on commence à revenir en arrière. Les gens commencent à réaliser que le flex, tout le monde n'en veut pas. Enfin, votre étude, c'est 63% veulent des bureaux fermés. Oui, alors attention, c'est pas un bureau individuel. Non, mais fermé, on se comprend. partage avec 3 ou 4. espace surtout non partagé. On retrouve son espace de travail. Donc à mon avis, il y aura des négociations en fonction des types d'entreprises, des secteurs d'activité qui vont faire que on devra choisir. Quand même, Nicolas Cochard, ça existe aussi dans le milieu du journalisme, autant être transparent. Moi, j'ai assisté dans des rédactions de presse écrite ou de télé à l'attribution des bureaux. C'est d'un enjeu stratégique majeur. Enfin, je veux dire, si un sociologue ou un ethnologue était présent, en fonction de la réalité du journaliste, de son ancienneté, de la manière dont il travaille. Enfin, c'est pas n'importe quoi un bureau. Mais non, parce que ça dit plein de choses. Une organisation, quelle qu'elle soit, c'est un espace politique. Et les liens entre les individus dans une organisation sont éminemment politiques. Et donc les jeux de pouvoir se dessinent aussi par l'espace. Et aujourd'hui, le fait d'être sur ces éléments de flexibilité, Laurent Soulier en parlait tout de suite. Anonymisé. Oui, c'est pas un hasard si la question des bureaux a été traitée d'abord, et c'est assez révélateur de le dire, depuis 50 ans par des psychologues environnementaux. Ben, évidemment. Les premiers chercheurs et ceux qui font les recherches les plus abondantes, ce sont des psychologues. Ben ouais. Parce qu'ils ont bien compris très tôt que mon bureau, c'est ma place et ma relation aux autres. Ben, c'est mon statut, c'est Et mon le bureau, pouvoir. c'est un Tout à message. Quels sont, on ne va pas les citer, mais les grandes entreprises dont les bureaux des dirigeants, des PDG au CAC 40 sont ouverts face aux syndicats, où on montre qu'on est en lien avec les collaborateurs. Le bureau est partagé, mais il n'est pas vraiment partagé, mais il est partagé. En tout cas, il est ouvert. Il est ouvert. Mais Il y a plein de messages. Ça dans le existe bureau. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais c'est intéressant de l'entendre. Ah oui, Il y a on va le l'idée dire, qu'il y a un travail. Il y a une ouverture vers les salariés, vers les collaborateurs. Mais il y a un élément comme était le front office. assez récurrent, c'est le bureau du DG qui est en flex également, sur lequel personne n'ose aller s'asseoir. C'est vrai. Alors que le message initial... Lieu sacralisé, Mais oui, alors sanctuarisé. Au départ, dans le projet, on dit même mon bureau est en flex. Oui. Sauf que c'est le bureau du boss. Ouais, c'est le bureau et du on ne va boss. pas s'y asseoir. Là, je vois réagir parce que c'est aussi une matière pour l'ethnologue qui est passionnante, c'est-à-dire ces lieux de pouvoir, ces enjeux de pouvoir qui sont liés à des tout petits territoires, des micro-territoires qu'on appelle un bureau. Oui, c'est pour ça que la déstructuration des hiérarchies du point de vue symbolique et spatial, ça pose aussi un problème. Vous savez, on avait un président de la République qui avait dit je veux être normal, je vise la normalité. Ça lui a coûté cher, ça. Ça lui a coûté cher. Est-ce que c'est intéressant pour un président-directeur général ou un directeur général de dire je vise la normalité? Ben non. Si moi, salarié, je suis admiratif de mon PDG, c'est parce qu'il est exceptionnel, il n'est pas normal. Donc attention aux symboles là aussi. Je suis d'accord. En fait, on est un peu dans des...
ça brouille en fait les repères des salariés. C'est peut-être pour ça qu'ils s'accrochent finalement à ce qu'ils connaissent le mieux. Exactement. C'est leur bureau, c'est leur espace. Et puis, Enfin, vous savez, j'ai l'impression. Moi, je fais souvent Ils sont cette perdus. allusion, mais on a vécu pendant 6 mois ou presque un an, pour ceux qui ont été obligés d'être en télétravail ou en chômage technique, dans nos cuisines, dans nos salles à manger. Or, ces flex-office avant la crise étaient des flex-office, on avait l'impression d'être dans une cuisine, c'était les bureaux des GAFA, ou bien dans une salle à manger, dans un canapé. Là, je pense qu'il y a un brouillage. Donc, forcément, quand on va sortir du Covid, on va sortir de tous ces stéréotypes. Avant de nous quitter, la question quand même qui est posée aujourd'hui pour cette rentrée de septembre, on est déjà dans la rentrée de septembre, c'est productivité, capacité des salariés à produire et à apporter et à créer de la richesse et à être bien. Parce que s'ils sont bien, ils produisent. C'est compliqué là quand même. Hein. On est un peu sur une ligne de crête là. Hein. C'est pour ça que toutes ces questions-là doivent être soumises au choix du salarié. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur de l'équité que de l'égalité de traitement. L'étude de l'ESSEC montre quand même que les jeunes veulent revenir au bureau. Clairement. On peut les comprendre. Petit logement. Rester en 110 mètres carrés toute la journée. Voir personne. Se faire un réseau. Le choix devra être prégnant pour le salarié, pour qu'il fasse son propre parcours à lui. Le point de vue de Cardam, Nicolas Cochard, merci d'être venu sur notre plateau. Merci à Laurent Assouli, ethnologue en entreprise. Il a beaucoup de travail en ce moment, l'ethnologue en entreprise, parce que ça bouge beaucoup. Vous allez dans les bureaux, comment ça se passe d'ailleurs avant de nous quitter ? Je suis en immersion, là, je suis en immersion 3 génial. ans dans une entreprise. Et donc, j'interroge les gens sur leur lieu de travail, à l'extérieur et dans leur domicile, parce que justement, les réponses ne sont pas homogènes selon les lieux. Et donc, vous êtes aussi en résonance sur ces questions de flex-office, j'imagine, Oui. avec les inquiétudes ou pas de certains salariés. En tout cas, le chiffre qui est sorti de l'étude de la chaire de l'ESSEC, étude portée par Ingrid Napi, c'est que 4% seulement 4% veulent aujourd'hui, au moment où on se parle, être en flex-office. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un peu de travail du côté des entreprises. Il y a un peu de route. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet. Vous reviendrez parce qu'on va suivre ce sujet d'assez près, qui est au carrefour de l'économie, de la sociologie, de l'ethnologie. Et de la finance. Et de la finance, parce qu'il y a des enjeux économiques derrière très forts. Nicolas Cochard, guide de la flexibilité, de l'organisation et de l'environnement de travail. C'est un livre référence au Moniteur. Et puis, je ne veux pas oublier le livre d'Ingrid Napi, Révolution de bureau. C'est votre livre, Ingrid. Merci d'être venue sur notre plateau. On termine sur le foot. Bah, tiens, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une émission sur le Smart Job, emploi RH, le foot. Bah oui, c'est possible, parce que vous allez voir que Thierry Bismuth va lier la stratégie d'un coach, d'un entraîneur de l'équipe de France à une manière de recruter, de choisir, de coacher, d'accompagner. Ça, c'est un vrai sujet. Puis c'est l'actu, évidemment, puisque la France joue, si je ne m'abuse, ce soir contre la Suisse. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi.